Ethereum est un protocole d'échange décentralisé. L'Ether, son jeton, est devenu la deuxième crypto-monnaie en capitalisation de marché. Aujourd'hui, des milliers de projets sont construits sur Ethereum, et s'il y a autant d'innovations, ce n'est pas un hasard. Dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire d'Ethereum, et je vous explique pourquoi Ether 2.0, la mise à jour d'Ethereum, pourrait bien révolutionner le monde tout entier. Vitalik Buterin est né à Kolomna, en Russie, une petite ville de 150 000 habitants à une centaine de kilomètres de Moscou. Ses parents, Dmitri et Natalia, sont tous les deux des ingénieurs informaticiens. Ils émigreront au Canada en 2000, après la prise de pouvoir de Poutine, car le père de Vitalik est un opposant politique. Dès son plus jeune âge, Vitalik montre des capacités hors du commun. À 4 ans, son père lui montre comment fonctionne un ordinateur, et dès l'âge de 5 ans, Vitalik arrive à faire des multiplications avec des nombres à 3 chiffres. À 7 ans, il réalisera tout seul sur Excel une encyclopédie sur les lapins. Dans cette encyclopédie, on retrouve des réponses à des questions loufoques comme que se passerait-il si un lapin pèse plus de 100 tonnes, quelle monnaie utilisent les lapins et comment les lapins utilisent des cartes de crédit. Mais si Vitalik possède des capacités extraordinaires en mathématiques et qu'il arrive à réciter les 20 décimales de pi à seulement 6 ans, il a par contre du mal à s'exprimer. Il aura des difficultés pour parler jusqu'à l'âge de ses 10 ans. En 2007, Vitalik se passionne pour un jeu vidéo du nom de World of Warcraft. Ce jeu très populaire regroupe chaque jour plus de 11 millions de joueurs qui mènent des quêtes. Mais alors que Vitalik passe une grande partie de son temps à améliorer les capacités de son personnage, un sorcier, tout change le 14 avril 2009. Cela fait 2 ans que Vitalik se passionne pour ce jeu, quand les équipes de Blizzard effectuent une mise à jour et réduisent la puissance de ses sortilèges magiques. Vitalik, atterré, décrétera en ses propres mots « J'ai pleuré jusqu'à m'endormir, et ce jour-là, j'ai réalisé toutes les horreurs que pouvaient apporter les systèmes centralisés. J'ai mis très peu de temps avant de décider de tout abandonner. » Dans sa biographie, Vitalik avoue qu'à l'époque, cette mise à jour avait brisé son but dans la vie. Mais il a une nouvelle conviction, le monde doit changer. 2 ans plus tard, son père Dmitri commencera à parler de Bitcoin à Vitalik. Si son père est particulièrement intéressé par cette nouvelle monnaie numérique, c'est qu'il connaît les défauts de l'URSS et qu'il a également vécu la crise financière de 2008. Vitalik, lui, ne semble pas tout de suite intéressé par cette monnaie numérique, car il ne voit pas la valeur intrinsèque. Mais curieux et désireux de changer le monde, il explore les forums de discussion et étudie le Bitcoin. L'intérêt grandit, et son ancienne passion pour World of Warcraft se transforme rapidement en passion pour Bitcoin. À 17 ans, il commence à écrire des articles pour une revue numérique du nom de Bitcoin Weekly. Il gagnera 5 bitcoins par article rédigé. À l'époque, 5 bitcoins représentent seulement 4 $. Et après avoir gagné 20 bitcoins, Vitalik décide d'en dépenser 8,5 pour s'acheter un t-shirt. I found a guy who was willing to pay me 5 bitcoins per article for writing articles for his Bitcoin blog. Being a high school guy with not much money, I thought $1.5 an hour was a fairly reasonable wage. I earned 20 bitcoins, then I spent 8.5 of them on a t-shirt, and I figured, oh cool, this all actually works. Et il en vient à la conclusion, Bitcoin, ça marche. En août 2011, un ingénieur du nom de Mihai Alisi, impressionné par ses articles, lui envoie un email et lui propose de créer Bitcoin Magazine. Vitalik écrira plus de 400 articles pour la revue et se liera d'amitié avec Mihai. Bitcoin Magazine est aujourd'hui considéré comme étant l'une des premières revues sérieuses à avoir parlé de Bitcoin. En 2012, le Bitcoin s'apprécie et passe de 6,50 $ à l'été 2012 à plus de 266 $. Vitalik, qui a continué à amasser les Bitcoins grâce à ses écrits et qui a également aidé un programmeur et s'est fait payer en Bitcoin, a désormais environ 10 000 $ en poche. En 2013, son école propose aux étudiants d'alterner des semestres de stage avec des semestres d'études. Vitalik, qui a alors 19 ans, va postuler chez Ripple, une entreprise de crypto-monnaie basée à San Francisco. Jed McCaleb, le fondateur de Ripple, va accepter. Mais comme Vitalik n'est pas américain et que l'entreprise a moins d'1 an, il n'obtient pas le visa. Il va alors décider de partir voyager autour du monde. Mais son père Dmitri n'est pas du tout d'accord avec cette idée, car il veut que son fils finisse d'abord ses études. Vitalik lui tient tête. Il visite l'Europe, l'Espagne et l'Italie, mais sa véritable révélation arrive quand il voyage en Israël. Il découvre les travaux sur les Colored Coins,
une idée du professeur Meni Rosenfeld, qui veut augmenter les fonctionnalités de Bitcoin en intégrant des métadonnées, une sorte d'ancêtre préhistorique des NFT. C'est à partir de ce moment-là que naîtra l'idée d'Ethereum. Prenant conscience des limites de Bitcoin et découvrant les travaux de Meni Rosenfeld, Vitalik a l'idée de créer une nouvelle blockchain offrant plus de possibilités. Il écrira la même année le livre blanc d'Ethereum avec une idée en tête qui va révolutionner le monde des cryptos. In the 1930s, Alan Turing came up with this concept of Turing-complete programming languages, where instead of specializing for each individual application, you come up with a programming language. And then that programming language is so powerful that you can build any application on top that can conceivably be built. The inventors of JavaScript never intended for somebody to write Gmail on top of JavaScript, or for somebody to write Facebook on top of JavaScript, or for somebody to write Bitcoin wallets on top of JavaScript. But JavaScript, this programming language of the internet browser, was a foundation for innovation. And that's why 13 years later, we are still innovating today. And that's what I hope to bring to the world of cryptocurrency. Ethereum veut devenir la première plateforme à se focaliser sur les smart contracts. Alors, qu'est-ce qu'un smart contract ? Un smart contract, c'est un accord entre plusieurs parties formalisé sous forme de code informatique et stocké dans une base de données publique. Il ne peut pas être modifié. Et lorsque les conditions sont remplies, il permet d'exécuter des transactions de façon automatique sans avoir recours à un tiers de confiance. Grâce à ces smart contracts, tout le monde peut utiliser le réseau et créer des applications décentralisées que l'on appelle des dApps. Ce sont des applications qui peuvent fonctionner de manière autonome grâce justement à ces smart contracts. Pour son projet, Vitalik choisit le nom de l'Ether, un élément antique qui fait partie des éléments principaux comme l'eau, la terre, le feu et l'air. L'Ether est un élément de l'univers qui permettrait à la lumière de se déplacer. Le 27 novembre 2013, le même jour où Bitcoin dépasse pour la première fois les $1000, il envoie son livre blanc à une vingtaine de personnes. L'un de ses destinataires est Anthony Di Ioro. Il est devenu millionnaire grâce à Bitcoin et a récemment été interviewé pour le Bitcoin Magazine. Il reçoit le mail et, intrigué, le fait suivre à Charles Hoskinson, un docteur en mathématiques. Il lui demande son avis. Charles estimera que le projet a de la valeur et Anthony Di Ioro contactera rapidement Vitalik pour lui offrir $150 000 et devenir son premier actionnaire. L'aventure d'Ethereum commence et il est temps de réunir une équipe. Au total, ils seront 8 fondateurs, 5 principaux, 3 secondaires. En plus de Vitalik, il y a tout d'abord Charles Hoskinson, un mathématicien hors pair et une connaissance d'Anthony Di Ioro. Néanmoins, il ne travaillera sur Ethereum que très peu de temps. Des désaccords apparaissent sur le type d'entreprise que doit devenir Ethereum. Charles veut qu'Ethereum devienne une entreprise à but lucratif, comme Google, tandis que Vitalik souhaite qu'Ethereum soit une plateforme à but non lucratif, un peu comme Mozilla. Charles quittera donc le projet Ethereum le 7 juin 2014 et fondera quelques temps après le projet Cardano, un concurrent direct d'Ethereum. Le troisième fondateur est Anthony Di Ioro. Surnommé le roi des cryptos canadiens, c'est un entrepreneur et l'un des premiers investisseurs dans Bitcoin. Il est aussi le premier investisseur d'Ethereum. Le quatrième fondateur est Mihai Aliesi. C'est le fondateur de Bitcoin Magazine. Et il restera à la tête de la fondation Ethereum jusqu'en 2015. Il a depuis fondé Akasha, un incubateur de projets. Le cinquième fondateur est Amir Chetri. C'est un développeur qui travaillait sur le projet des Colored Coins quand il rencontra Vitalik. N'ayant pas les mêmes aspirations que les autres membres du groupe, il quittera le projet le même jour que Charles, c'est-à-dire le 7 juin 2014. Les 3 autres fondateurs considérés secondaires car ayant rejoint le projet un peu plus tard sont Gavin Wood, surnommé le programmeur de génie. Il s'agit de l'un des fondateurs les plus importants d'Ethereum et c'est lui qui a écrit le livre jaune, le Yellow Paper, c'est-à-dire la documentation technique d'Ethereum. Il est également à l'origine du langage de programmation Solidity. Il quittera Ethereum en 2016 pour fonder Polkadot, un autre concurrent d'Ethereum. Le 7e fondateur est Jeffrey Wilke. Il est surnommé le programmeur caché, car quand Jeffrey rejoignit Ethereum, il le fit sous l'anonymat. Il travaillait en effet pour un projet concurrent nommé Mastercoin, auquel Vitalik avait d'ailleurs proposé une évolution. Jeffrey Wilke construisit l'interface d'Ether en langage Go. Le 8e et dernier fondateur est Joseph Lubin. C'est un ancien de chez Goldman Sachs et c'est un entrepreneur à succès. Il fut invité à rejoindre les 7 autres membres
par Anthony Di car il faisait partie du Bitcoin Alliance du Canada. Il a depuis fondé Consensus. Le projet se développe et la vente des premiers Ethers arrive sous forme d'IPO, pour Initial Public Offering. Elle a lieu le 22 juillet 2014. Et Ethereum réussira à collecter au total 31 530 bitcoins. Le projet va alors pouvoir se lancer et les développeurs vont construire Ethereum afin de révolutionner le monde et la finance de demain. Et tout cela fonctionne jusqu'en 2016, où l'effroyable se produit. En 2016, la société Slockit construit un projet du nom de The DAO. Un DAO, c'est une organisation décentralisée, autonome. Elle permet de faire voter la communauté à travers des smart contracts, des contrats intelligents sur Ethereum. Résumé simplement, le projet The DAO, c'est une levée de fonds où les investisseurs reçoivent des jetons de gouvernance pour pouvoir voter sur le listing des prochains projets. Si les projets ont du succès, les investisseurs recevront des récompenses. Il s'agit d'un mélange entre un fonds capital risque et une structure de crowdfunding. Le projet est révolutionnaire pour l'époque et The DAO réussit à récolter 150 millions de dollars dès son lancement. Les participants à la levée de fonds investissent des Ethers et récupèrent des jetons de gouvernance en échange. Ces jetons leur permettent de valider des propositions d'investissement et au total, ce sont plus de 15% de tous les Ethers du marché qui sont récoltés par The DAO. The DAO propose une approche managériale différente et plus démocratique. Plutôt que d'avoir un PDG, des managers et des superviseurs, l'ensemble des décisions sont soumises au vote. Les participants votent pour toutes les décisions en fonction du nombre de leurs jetons, et les décisions sont inscrites dans la blockchain, ce qui permet à tout le monde de voir et garantit la transparence. Le The DAO se base sur une seule phrase, le code fait loi. Mais si tout se passe bien au lancement, l'histoire vire rapidement au cauchemar. Le 17 juin 2016, à 8h du matin, heure de Berlin, l'équipe de Slockit s'aperçoit que des Ethers sont drainés petit à petit en dehors de la plateforme. Des montants de 258 Ethers à chaque fois. Quelqu'un est en train de hacker la plateforme. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut que je vous fasse une petite analogie. Dans la vie courante, quand vous effectuez un retrait à un guichet automatique, le guichet automatique met à jour votre solde une fois que vous avez récupéré votre argent. Mais un smart contract doit d'abord mettre le solde de votre compte à jour avant de vous donner l'argent. Sinon, un contrat malveillant, un virus, pourrait s'infiltrer et forcer à redémarrer le processus au moment même du retrait, avant que le solde ne soit mis à jour. Et c'est ce que le hacker a fait. Il a introduit un script et a fait en sorte que le solde ne soit pas vérifié. C'est comme si vous vous rendiez à la banque pour demander un retrait de 258 €. Mais votre banquier, en face de vous, deviendrait soudain amnésique. Il vous donnerait 258 €, puis oublierait soudainement ce qu'il vient de faire, et sans regarder votre compte, il vous redonnerait encore 258 €, encore et encore et encore. Sauf que dans notre cas, il ne s'agit pas d'euros, mais d'Ethers. Et le hacker a répété l'opération des milliers de fois. Au total, ce sont 31% des Ethers du DAO qui ont été dérobés, soit 3,6 millions d'Ethers, ce qui représente à l'époque 49 millions de dollars. And someone basically saying, hey guys, look at the DAO, it seems like there's some money coming out of it. And so I checked on the public block explorer on the blockchain, and I saw, oh look, it seems like about $2 million ETH has actually already been removed from the DAO, and more ETH is kind of slowly being drained over time. And so I pinged the core developers and I asked, hey, is this normal? And at first I was thinking, okay, the alternative is unthinkable. There has to be a reasonable explanation for this. Et si le problème avait vite été identifié, les fondateurs de The DAO ne pouvaient rien faire. Ils ont laissé l'attaquant vider les Ethers jusqu'à ce qu'il puisse faire une mise à jour, car ils étaient bloqués par leur propre protocole de vote. Ils devaient faire voter la communauté pour mettre en place une solution, et cela a pris beaucoup de temps. Le hack entraîne alors une chute drastique du jeton de gouvernance de The DAO, mais également une chute de l'Ether. Pour contrer ces hacks, qui impactent sévèrement Ethereum tout entier, Vitalik Buterin va rapidement proposer un soft fork. On pourrait traduire ce terme par un embranchement doux. Vitalik veut insérer un code pour blacklister l'adresse de l'attaquant et faire en sorte qu'il ne puisse pas récupérer le montant volé. Cependant, dès que Vitalik propose cette solution, l'attaquant, ou tout du moins une personne qui se dit être le hacker,
fait parvenir une lettre ouverte. Faisant part d'une certaine outrecuidance, il remercie le DAO de lui avoir permis de gagner honnêtement ses 3,6 millions d'Ethers. Il explique qu'il ne se considère pas comme un voleur et reprend l'expression « le code fait loi ». Il déclare qu'il attaquera légalement quiconque essaiera de bloquer ses fonds. Les tensions au sein de la communauté d'Ethereum se tendent comme jamais. Plusieurs camps commencent à s'affronter. Ceux qui veulent accepter le soft fork pour bloquer les Ethers et ceux qui veulent procéder à un hard fork, c'est-à-dire à un changement brut du code. Un hard fork entraîne la modification de la chaîne de blocs tout entière. C'est un peu comme si vous aviez un livre et que vous décidiez d'arracher les 10 dernières pages pour réécrire la fin. On remonte le temps, on réécrit l'histoire sans le hacker, comme s'il n'avait jamais existé. Pour beaucoup, cela n'est pas éthique, car on ne peut pas vouloir créer un monde différent qui n'est pas soumis aux institutions centrales et dont toutes les opérations sont transparentes, pour ensuite vouloir changer les règles de base. Et même si un pirate a volé une grande quantité d'Ethers, eh bien il faut assumer et aller de l'avant. La solution du soft fork est donc tout d'abord privilégiée. Mais avant d'être déployée, certains informaticiens trouvent un bug dans le code. La communauté, les mineurs, les développeurs et les validateurs votent alors pour la deuxième solution, le hard fork, la bombe nucléaire qui divisera Ethereum à jamais. Le hard fork consiste en un rollback. On remonte l'histoire d'Ethereum à une période se situant avant l'attaque du DAO. Puis on change les smart contracts et on permet aux utilisateurs de sortir. Ensuite, l'histoire s'écrit, mais d'une autre façon. Cette solution arrivera le 20 juillet 2016. Cependant, si cette décision fut acceptée par une majorité, certains ne voulurent pas changer, et Ethereum se divisa en deux. Ceux qui acceptèrent de remonter le cours de l'histoire seraient Ethereum, tandis que ceux qui continueraient avec la même histoire seraient Ethereum classique. Le hacker ne perdit donc pas tous ses fonds, et Ethereum classique continue aujourd'hui d'exister. Pour certains, les principes philosophiques de la blockchain ont été bafoués, mais Ethereum a survécu. Aujourd'hui, Ethereum est la deuxième crypto-monnaie en capitalisation de marché. Mais le protocole doit surmonter de nouveaux défis. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Depuis sa création, Ethereum est une blockchain qui est basée sur un protocole de Proof of Work. Dans ce consensus, les mineurs, les utilisateurs du réseau, tentent de résoudre un puzzle cryptographique. Le premier à résoudre ce problème mathématique obtient le droit d'ajouter un bloc suivant à la blockchain et cela permet d'assurer la sécurité du réseau. En récompense de son travail, il reçoit une quantité d'Ethers. Mais ce consensus pose un problème, car il est énergivore. Les mineurs sont en concurrence pour résoudre le problème mathématique, et cela implique une grande consommation d'énergie. Si le consensus a prouvé sa solidité, les fondateurs d'Ethereum le trouvent dépassé, et veulent changer pour un consensus plus respectueux de l'environnement. Par ailleurs, Ethereum souffre aujourd'hui de la popularité de son réseau. Le réseau est engorgé par toutes les transactions qui circulent et les frais deviennent parfois exorbitants. Pour pallier à ce problème, il existe ce qu'on appelle des Layer 2. Ce sont des surcouches qui permettent d'augmenter la vitesse. Nous avons notamment réalisé une vidéo sur le Layer 2 de Bitcoin, le Lightning Network. Sur Ethereum, les layers les plus connus sont Optimism et Arbitrum. Mais s'ils permettent de scaler, c'est-à-dire d'augmenter la vitesse, ce n'est pas suffisant pour une adoption de masse. Pour résoudre ce problème, les fondateurs d'Ethereum ont envisagé dès 2016 de passer sur un autre consensus, le Proof of Stake. Dans ce consensus, il n'y a plus de mineurs, mais des validateurs, qui mettent des jetons sous séquestre, c'est-à-dire en garantie, et qui sont chargés de valider les transactions pour sécuriser le réseau. Le protocole attribue aléatoirement le droit de valider un bloc à un des participants, et en récompense, il obtient de l'Ether. Vitalik Buterin a annoncé que cette mise à jour, appelée The Merge, devrait avoir lieu entre le 1er août et octobre 2022. L'objectif final de Vitalik est de préserver la sécurité et la décentralisation d'Ethereum, mais aussi d'augmenter la scalabilité, c'est-à-dire la vitesse, et de réduire l'impact environnemental. L'utilisation du nouveau système de consensus en Proof of Stake permettra à Ethereum d'être 2000 fois plus efficace qu'actuellement, et réduire sa consommation d'énergie de plus de 99%. Les émissions moyennes de CO2 diminueront de 119 kg par transaction à 0,07 kg par transaction, soit 15 000 fois moins que Bitcoin. The Merge entraînera également un changement de tokenomics pour Ether. Il y aura moins de récompenses puisqu'il n'y aura plus les jetons de récompense pour les mineurs. Et il y a également une mise à jour de l'EIP 1559 qui est une mise à jour qui a introduit un système de burn, c'est-à-dire une destruction des jetons. Ethereum devrait donc à terme devenir déflationniste.
Il faut savoir qu'Ethereum est le réseau le plus utilisé au monde. Il y a des milliers de projets et des milliers de smart contracts sur Ethereum. Changer le consensus en cours, c'est un peu comme changer les roues d'une Formule 1 alors que celle-ci est lancée sur la piste à plus de 370 km/h. Mais ce n'est pas tout, il faut également que les mécaniciens fassent attention car des individus malveillants peuvent venir essayer de changer les roues ou de les voler au moment du changement. En clair, c'est une prouesse technique. Pour réussir, la fondation Ethereum a donc mis en place un plan très élaboré. Tout d'abord, ils ont lancé la Beacon Chain en décembre 2020. Cette blockchain en Proof of Stake a été développée en parallèle de la blockchain principale qui est en Proof of Work. La Beacon Chain permet à des premiers validateurs de stacker leurs Ethers. Et pour cela, ils doivent bloquer 32 Ethers. À terme, les deux blockchains fusionneront. Mais avant la fusion, il y aura 3 tests. Le test Ropsten a déjà eu lieu le 8 juin 2022. Il en reste donc 2 avant la finalisation de la fusion. Mais The Merge n'est que le début d'une longue épopée qui vise à mettre en place le sharding sur Ethereum. Cette technologie permettra à Ethereum d'augmenter sa vitesse et surtout de diminuer ses frais de transaction. Pour conclure, Ethereum ne s'est pas fait en un jour. La plateforme poursuit l'invention de Satoshi Nakamoto et a poussé encore plus loin l'innovation technologique. Et les smart contracts et la blockchain pourraient très bien changer le monde. La finance se décentraliserait au profit d'une finance plus juste, plus transparente. Les DAO changeraient la façon dont nous gérons nos entreprises et la façon dont nous votons. En digitalisant les contrats et les actes, les NFT pourraient très bien révolutionner des corps de métier tout entiers comme les notaires, et les smart contracts, eux, permettraient d'automatiser des millions de contrats d'assurance, de logistique et commerciaux. Nous sommes à l'aube d'une révolution et Ethereum sera peut-être la clé de voûte de ce système. Mais le chemin est encore long et semé d'embûches. Et Ethereum n'est plus seul, les concurrents sont légion. Des hackers sont également aux aguets, et seulement l'avenir nous dira si la mise à jour d'Ethereum sera un succès ou non. Quel que soit le résultat final, Vitalik Buterin fait partie de ces inventeurs de génie qui ont révolutionné le monde comme Edison, Tesla ou les frères Wright. Ces idées inspirent et façonnent le monde qui sera le nôtre demain. Chez CryptoStratège, nous développons des tactiques pour saisir les meilleures opportunités et comprendre le marché des crypto-monnaies. Pour être au courant des dernières actualités, abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous avez trouvé le contenu intéressant. Et à très bientôt pour de prochaines tactiques.